Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Psy Boulot, le podcast qui éclaire les coulisses du boulot. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines situations de travail vous laissent perplexe, voire même échappent à toute logique? Et si les raisons étaient multiples et complexes? Avec Psy Boulot, pas de pensée magique, pas de recette unique. Je vous propose plutôt d'explorer le monde professionnel avec un regard qui allie psychologie, sociologie et même un soupçon de philosophie. Je suis Marie-Claire Valentini, dirigeante et DRH, et ce podcast est né de mon envie de partager avec vous ma quête de compréhension des comportements humains et des dynamiques en entreprise. Rejoignez-moi à chaque épisode où ensemble, nous appréhenderons les défis du monde du travail. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Psy Boulot, le podcast qui éclaire les coulisses du boulot. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nadia Barville, qui est psychologue du travail et des organisations. Et ensemble, nous allons aborder le thème suivant, la santé mentale en entreprise, de ce que les dirigeants peuvent faire et qu'ils ignorent souvent. Bonjour Nadia. Bonjour. Alors, avant de démarrer notre conversation, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, bonjour à tous. Merci Marie-Claire pour cette invitation. Donc moi, je suis Nadia Barville, je suis psychologue du travail et des organisations et j'ai un petit peu coutume de me définir avec un petit clin d'œil, un peu comme la VRP de la psychologie du travail. C'est-à-dire que moi, ce qui m'occupe et ce qui m'intéresse, c'est la psychologie du travail et je l'adresse à la fois dans la prise en charge de la souffrance en consultation, auprès des entreprises pour accompagner sur les nouvelles modalités d'organisation du travail, les nouveaux espaces de travail, les difficultés interpersonnelles, les difficultés de collaboration. Je fais un petit peu d'enseignement en tant que vacataire et puis un peu de recherche quand il me reste un petit peu de temps. Alors, c'est des recherches sur quoi ? Alors, ce sont essentiellement des recherches sur la manière dont on va concevoir des nouveaux outils pour pouvoir faire son travail ou penser son travail, ou des recherches concernant l'impact des nouvelles technologies au sens large, que ce soit des applications métiers, le télétravail, le management à distance, sur l'activité des professionnels et des managers, ou quand il y a des situations de changement d'organisation du travail, mais de l'espace de travail, essayer d'accompagner pour penser les effets sur l'activité et donc la façon dont les professionnels vont pouvoir se sentir suffisamment bien dans leur travail pour continuer d'être performants. Bon, super, on va pouvoir discuter de tout ça. Alors, j'attaque directement avec cette première question. Concrètement, le psychologue du travail et des organisations que vous êtes, qu'est-ce que ça soigne ? Est-ce que ça soigne le travail ou ça soigne les gens ? Alors, c'est un petit peu. Je vous remercie pour cette question parce qu'elle est souvent, notre métier est un peu mal compris en fait. Quand on entend psychologue, on imagine que on a un divan, on imagine qu'on est dans une salle, une pièce, et il y a un divan avec le psychologue avec un crayon, des lunettes, et puis il réfléchit sans trop parler et il fait parler la personne. Donc on est dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la psychanalyse et de la prise en charge des personnes qui ont besoin d'être accompagnées sur des problématiques qui les concernent eux. Le psychologue du travail, en tout cas la psychologue du travail que je suis, ne travaille pas sur cet aspect-là. Je travaille sur le travail, justement. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont le travail que la personne fait va lui permettre d'être suffisamment en santé, suffisamment bien, se sentir suffisamment utile pour pouvoir atteindre les objectifs que l'entreprise lui donne en fonction des contraintes et de ses compétences. Donc, ça soigne le travail. Essentiellement le travail. Et alors, comment est-ce qu'on va soigner ce travail ? C'est là que c'est super intéressant. Parce qu'en fait, moi j'aime bien les gens en fait. Mais j'aime bien les gens qui, dans tous les sens d'une manière générale. C'est-à-dire que pour soigner le travail, il faut amener tous les protagonistes qui sont dans le cadre du travail à se pencher sur la question du travail, soit le travail qui est demandé, donc on peut penser aux responsables, aux dirigeants, aux managers, soit le travail qui est fait, et là on peut penser aux collaborateurs, aux opérateurs, aux salariés, qui vont mettre en place leurs compétences pour répondre aux objectifs. Et soigner le travail, c'est s'intéresser à la manière dont tout le monde pense le travail, que ce soit des responsables ou des dirigeants ou
des syndicalistes ou des managers. Et concrètement, quand on parle de santé du coup au travail, qui est un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment, qu'est-ce que ça englobe comme thème ? Déjà, quand on parle de santé, généralement, on a tout de suite en tête la question de pathologie ou de symptômes. On a coutume de dire, nous, en tant que psychologue du travail, c'est que le travail n'est pas pathologique en tant que tel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'il n'est pas pathologique ? C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez... c'est pas le travail qui est pathologique, c'est la manière dont on va pouvoir faire le travail dans un contexte donné qui va amener à ce que si je suis un individu dans une situation trop contrainte, peut-être que je vais me retrouver dans une situation où je vais être un peu usée et je vais essayer de m'ajuster, je vais essayer de réguler, je vais essayer de compenser pour essayer d'atteindre les objectifs. Et c'est dans cette tension-là qu'au final, je vais user mes capacités à pouvoir faire un travail sur le long terme qui ne m'abîme pas la santé. Et donc, on va avoir apparaître des décompensations pathologiques qui peuvent être le surmenage. Alors, surmenage, qu'est-ce que c'est ? Des troubles digestifs, des problèmes de sommeil, l'envie de se gratter la peau parce qu'on commence à avoir un peu d'eczéma, de la fatigue avec des difficultés à récupérer, le sentiment d'être débordé. Ça, il suffit quelquefois d'un petit peu de repos, de prendre un petit peu de recul sur son travail. Le surmenage peut, si on a un peu de ressources, dans le travail, se réguler. Et puis quand ça dure un petit peu trop, quand les défenses de la personne sont trop usées, alors on peut voir apparaître des décompensations plus sérieuses, avec des modifications de l'humeur, avec des difficultés à se concentrer. On appelle ça des atteintes cognitives dans le cadre du travail. On peut avoir dans certains cas le développement de certaines pathologies physiologiques quand les choses sont très très graves. On peut avoir, ce sont des symptômes que l'on peut avoir qui nous donnent un éclairage que la personne s'est usée à essayer de tenir dans un travail trop contraint. Ok. Et alors du coup, face à toutes ces difficultés potentielles, en quoi ça consiste votre métier et vos interventions ? Alors, je crois comprendre qu'il y a une dimension à la fois individuelle et une intervention de votre part aussi dans les entreprises, auprès des dirigeants. En quoi ça consiste et à quel moment vous allez intervenir face à ce qui peut se passer ? Alors pour répondre à cette question, je vous propose que je fasse un petit filage avec la question précédente. Oui. En tant que psychologue du travail, lorsque j'accueille des personnes qui sont en difficulté et qui manifestent un certain nombre de symptômes, je vais essayer de faire le tour et de comprendre où sont les symptômes. Alors si ce sont des personnes, les personnes vont me qualifier les symptômes. Si c'est dans le cadre d'entreprise, on va avoir un certain nombre de dérégulations. Les responsables, les syndicats vont m'expliquer qu'il y a des difficultés, des tensions interpersonnelles, que les dirigeants sont de plus en plus en peine pour atteindre les objectifs et que du coup ils mettent en place de plus en plus de procédures, que cette accélération de mise en place de procédures fatigue un peu tout le monde, qu'il y a des tensions, que les gens peuvent s'invectiver. On entend en ce moment des personnes qui rapportent que dans certaines équipes, il y a tellement de tensions que certains peuvent s'invectiver parce qu'en fait, ça ne tient plus. Donc, par ce biais-là, c'est une autre forme de décompensation dite un petit peu collective. On peut avoir à l'esprit les questions de harcèlement qui circulent beaucoup en ce moment en entreprise, où on est interpellé pour nous demander de venir faire un petit peu un diagnostic ou un état des lieux parce qu'il y a des avis de harcèlement qui ont été relevés ou remontés auprès de la direction et ou des syndicats. Donc ça, ce sont d'autres caractéristiques de symptomatologie d'un travail qui ne tient plus. Qui craque. Qui craque et qui ne tient plus, en fait. Et donc, je pars de ces symptômes, bien évidemment, qui sont des symptômes, mais j'essaye de comprendre pourquoi ces symptômes sont arrivés là. La littérature en psychologie du travail nous montre bien que c'est pas en soignant le symptôme strictement
que l'on va modifier les choses pour que ça ne revienne pas. Les études en psychologie du travail globalement nous permettent de montrer que lorsque l'on s'intéresse à la manière dont le travail est organisé, la manière dont les professionnels peuvent penser leur travail, que ce soit les dirigeants et ou les salariés. Quand on demande une tâche à faire, si on laisse la possibilité aux salariés de pouvoir la penser, l'ajuster, la réguler, alors grosso modo, on est suffisamment dans un contexte qui favorise le développement du travail et donc de la santé. Donc on peut, en prenant l'autre face de la pièce, si on a trop de symptômes, on peut faire l'hypothèse qu'il y a une difficulté dans la manière de penser l'organisation du travail, à la fois dans la prescription et à la fois dans la manière dont elle est faite du point de vue réel. Et alors du coup, ça va être quoi votre job quand vous allez intervenir dans une entreprise, par exemple, à la demande d'un dirigeant? Est-ce que vous faites partie des « Ouh là là, il y a un problème » ? Ah Ouh là là. Non. Non, clairement non. En fait, j'ai un peu coutume de dire, et c'est un peu provocateur de ma part, mais je l'assume, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, la souffrance, je travaille pas avec la souffrance en fait. Je comprends la souffrance, il n'y a pas de souci. Je dis pas que je l'évacue, c'est pas du tout le sujet. Mais c'est pas sur la souffrance que je vais travailler. Je vais travailler sur la manière dont on peut penser autrement le travail, pour qu'il puisse permettre de faire que le travail soit à la fois performant du point de vue de l'entreprise, mais également performant du point de vue du salarié. Et quand je dis salarié, c'est pas que les opérateurs, c'est aussi les responsables, les managers, les dirigeants sont aussi salariés, ces gens-là. Ils sont à une place différente dans l'entreprise, mais ils sont aussi salariés. Et du coup, c'est drôlement important pour moi de les amener du coup à venir re-questionner les choses de ce point de vue-là. Et en travaillant de cette manière-là, alors je suis pas la seule, c'est tout un courant de la psychologie du travail, notamment en clinique du travail et en clinique des usages, où on pense que amener à penser le travail au sens large du terme est beaucoup plus efficace et efficient pour pouvoir éviter de dire « Ouh là là, vous avez un problème ». Je prends un exemple très concret. Si j'arrive dans une entreprise auprès d'un dirigeant qui a déjà plein de choses à gérer et beaucoup de problématiques du point de vue économique, juridique, d'organisation, c'est un vrai travail aussi. Et si je commence à lui dire « Ah mais alors là, il y a un problème, là il y a un problème, là il y a un problème », ça va poser une difficulté. Parce que je crois, si j'ai bien compris, que le métier du dirigeant, c'est justement de régler les problèmes. Donc si j'arrive en lui disant « Mais monsieur, madame, vous avez des problèmes », au bout d'un moment, il va se dire « Mais en fait, ça ne va pas. J'ai besoin de comprendre comment je peux régler les problèmes. » Oui, puis de soutien aussi. J'ai pas besoin qu'on vienne que pointer ce qui va pas chez moi. Pointer ce qui va, parce qu'ils mettent un vrai cœur à essayer, en tout cas je l'espère, à essayer de faire que les choses soient faites. C'est une vision des choses qui, peut-être qu'ils n'ont pas toutes les variables psychosociales, des effets possibles de certains types d'organisations dans les organisations au sens large du terme, et peut-être qu'ils n'ont pas ces éléments-là qui leur permettraient de mieux se saisir des effets possibles de leurs organisations. J'entends que c'est peut-être plutôt des fois une question de connaissance que de compétence ou de volonté peut-être chez eux d'accéder à ces sujets-là. En fait, partant du postulat, parce que vous avez parlé beaucoup de performance, et c'est chouette du coup parce que ça me semble complètement aligné avec l'objectif d'une entreprise finalement qui est créer la création de valeur. Une entreprise, elle n'est là que pour créer de la valeur. Disons qu'elle ne peut survivre que grâce à ça. En quoi et comment on peut faire en sorte que les dirigeants se préoccupent de ces sujets de santé au travail. Et d'ailleurs, je vais moi aussi faire un peu de provoque. Est-ce que ça les préoccupe vraiment de savoir si leurs collaborateurs et leurs chères équipes sont dans les meilleures conditions possibles pour maintenir une bonne santé? C'est un sujet un petit peu épineux. Je le sens. Mais je crois que vous avez envie qu'on aborde le sujet. C'est vrai que en fait, c'est la réalité des entreprises, finalement. C'est-à-dire que quand même, je veux pas qu'on fasse de la langue de bois ou qu'il y ait d'un côté un clivage entre ceux qui prendraient soin et les méchants qui seraient là que pour gagner des sous-sous. Comment on réconcilie les deux?
Enfin, s'ils sont fâchés, je suis pas sûre qu'ils soient fâchés. Sont-ils fâchés? Sont-ils fâchés? Votre question amène plusieurs sujets. C'est est-ce que lorsque l'on est, on peut le prendre, je propose de le prendre de cette manière-là et vous répondrez vous me direz si on est dedans ou pas. On peut se dire voilà, quand on est dirigeant, finalement on devient complètement impersonnel et puis on considère que le seul truc qui vaille c'est l'argent. Donc on entend, il y a un certain nombre de courants notamment basé sur la mécanique de l'actionnariat et du capitalisme financier, qui se positionne là-dessus. C'est une vraie tendance, c'est pas la peine de venir... C'est même pas le débat, quoi. C'est même pas le débat, malheureusement c'est comme ça. Après, dans les entreprises, on voit beaucoup de personnes qui essayent, à mon avis, moi quand je les ai en entretien ou quand j'interviens, qui se disent on va faire comme ça va marcher. On parle de la QVT, on parle du bien-être au travail. Ce sont des choses qui sont très très présentes dans le discours des entreprises. Et il me semblerait que c'est plutôt par manque, comme vous le disiez tout à l'heure, de connaissance de ce qui se passe pour de vrai, pour être en santé au travail, qui manque à ces gens-là en fait. Et je dirais qu'il y aurait plutôt un discours dominant qui essayerait de catégoriser ce qu'est le bien-être au travail avec une lecture qui finalement ne prend pas en considération les enjeux psychosociaux. Alors la complexité, c'est que quand on parle de psy, on parle de subjectif. Et donc, quand on parle de subjectif, on a du mal à rationaliser. On est quand même un peu dans un monde capitaliste. Il faut quand même un peu réfléchir à des choses qui sont un peu, je vais pas dire palpables, mais à un moment donné qu'on puisse peut-être pas standardiser, c'est pas du tout le mot, mais en fait qu'on puisse un petit peu objectiver quelque part. Et c'est la difficulté peut-être de notre discipline de psychologie du travail, c'est que on va dire oui, mais alors la psychologie du travail, c'est quand même quelque chose de très subjectif. Moi, j'ai besoin de choses très claires, j'ai besoin d'un processus de développement du bien-être au travail, et on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc on peut imaginer les cas typiques et les choses que l'on a en tête, enfin les choses qui moi me viennent, que on manipule tous un peu, c'est le baby-foot. Ah oui, les corbeilles de fruits, les cours de yoga. Le yoga. Moi, ça m'est arrivé aussi d'être dans une entreprise où le jeudi, je me souviens, c'était le jeudi de 12h30 à 14h30, on revenait du repas et ça sentait les huiles essentielles dans les couloirs. Et donc, dans un coin du couloir, il y avait une dame qui venait, je me souviens même plus exactement de faire du massage. Comment ? Faire du massage. Faire du massage avec des huiles. Alors, c'est très agréable, ça sent bon, c'est très agréable et autres. Mais finalement, si ça permet d'avoir un petit moment de décontraction ou autre, tous ces enjeux-là, enfin, tous ces dispositifs-là, sont des dispositifs que moi j'appelle un peu cosmétiques. Bien sûr. Et c'est pas inintéressant, bien sûr. Mais par contre, ça n'adresse pas quelque chose de fondamental qui est le contenu du travail. Bien sûr. Donc après, vous pouvez aller vous faire masser les épaules avec de l'huile de lavande. C'est sympa, c'est agréable. Et un petit peu de ylang-ylang parce que ça sent très bon et que c'est très agréable. Vous allez vous décontracter un petit peu les épaules, vous allez vous retourner à votre boulot, à votre poste, comme à l'usine un petit peu, et puis vous allez vous retrouver avec les mêmes problématiques. Mais il y a beaucoup de directions RH qui pensent faire de la QVT en offrant ce type de périphérique. C'est-à-dire que c'est très répandu dans les sociétés, des directions ressources humaines qui s'imaginent prendre soin des collaborateurs en offrant ce type de service, parce que moi je suis convaincue que ça évite de se poser les vraies questions. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'eux et ça évite de questionner le travail, les pratiques managériales, la gouvernance et tout un tas de choses qui sont beaucoup plus difficiles à remettre en question que d'aller faire... Voilà, c'est plus facile de faire ça que de faire bouger les lignes finalement. Je trouve ça intéressant, votre manière de le présenter et de dire c'est beaucoup plus facile de se dire qu'on a fait quelque chose. De payer une masseuse. De payer une masseuse, ça coûte aussi beaucoup moins cher à mon avis. De payer une masseuse que de payer un dispositif qui permettrait de mettre en discussion le contenu du travail. Mais alors du coup, ce que vous abordez là, c'est peut-être aussi que ces personnes-là ne savent pas que mettre en place un dispositif qui permet de penser l'organisation du travail,
c'est pas forcément remettre en cause Bah oui. ce qui est l'existant du travail. Et c'est souvent comme ça qu'on est compris, me semblerait-il, et peut-être que les amener à comprendre que finalement avoir quelqu'un dont le métier c'est de comprendre les enjeux psychosociaux à l'œuvre dans tel ou tel type d'organisation du travail, ou quand on met tel ou tel type d'outils, quand on met un réseau social, quand on met une application métier, quand on fait des fusions d'équipes avec des fusions d'entreprises où on choisit un outil plutôt qu'un autre, mais que du coup ça modifie complètement les pratiques professionnelles. Peut-être que se dire qu'on met en place un dispositif qui met en discussion le travail à ce niveau-là, c'est peut-être finalement moins coûteux que de se dire qu'on va revoir le travail. C'est-à-dire que notre métier à nous n'est pas de remettre en cause le travail, c'est d'amener les personnes à discuter du travail tel qu'il se fait, tel qu'il doit être fait, pour qu'on puisse trouver les ajustements possibles. Est-ce que vous avez un exemple, Nadia, d'une discussion qui peut y avoir sur le contenu du travail pour que nos auditeurs se rendent bien compte de quoi on parle, d'une intervention que vous avez faite, qu'est-ce qui a pu être discuté? Quand on parle de discuter le travail, ça me parle beaucoup, mais qu'on puisse vraiment le démocratiser. Alors, pour répondre à votre question, en y réfléchissant, je crois que je peux vous partager deux cas de figure, hein. Un qui a fonctionné, qui a permis la prise en charge d'une situation et qui a impliqué les responsables, les travailleurs, et on a eu un certain nombre d'effets, et puis un autre où finalement on n'a pas réussi à obtenir autant d'effets que ça. Ça peut peut-être être aussi intéressant de montrer les limites, à mon avis, et pourquoi en fait on a atteint un certain nombre de limites. Donc le premier cas, c'est dans une collectivité territoriale, des personnes, des professionnels, donc on m'appelle en me disant Madame Barville, on a eu votre nom, est-ce que vous pourriez venir faire un diagnostic RPS parce que nos reapers, donc les reapers c'est les éboueurs. Alors juste, c'est quoi un diagnostic RPS? Moi je sais, mais alors un diagnostic RPS, ah oui, RPS, risques psychosociaux. Le jargon, tout le monde a ce jargon, les économistes ont leur jargon, les psychologues aussi ont leur jargon. Toutes mes excuses. Effectivement, donc diagnostic risque psychosocial. Et risques psychosociaux. Donc essayer de voir un petit peu quels sont les différents risques qui peuvent exister dans le cadre de l'organisation et qui pourraient causer des difficultés de collaboration, d'organisation et de santé dans le cadre du travail, à la fois sur le plan individuel et à la fois sur le plan collectif. Donc cette collectivité m'appelle et me demande si je peux faire ce diagnostic RPS parce que leurs reapers, donc ce sont les éboueurs, étaient en tension, tellement en tension que quand j'ai la personne au téléphone, parce qu'elle me dit, vous comprenez, ils attendent nos managers avec une pelle. Ah. Donc c'est quand même assez agressif. Et donc en fait, mon travail a consisté à comprendre l'activité de ces reapers. Donc on a fait des suivis d'activité, ils m'ont emmené sur leur camion pour comprendre en quoi consistait leur activité réelle. Je les ai suivis aussi sur des réunions de coordination avec leurs managers. On a fait la même chose avec leur équipe d'encadrement et ça a permis de faire un état des lieux. État des lieux qui a été présenté à la fois à ces professionnels-là, mais aussi à l'équipe de management, de direction, pour leur permettre de saisir et de comprendre de quoi était fait le travail réel. Et donc de pointer les différents points de tension, les différentes mises en perspective, les impasses, mais aussi les leviers possibles. À l'issue de ça, on a travaillé ensemble et surtout avec l'équipe de direction qui a pu se saisir
de tout ce travail, de cet état des lieux que j'ai pu faire, que moi j'ai appelé un état des lieux des collaborations, et l'équipe de direction s'est complètement saisie de cet outil-là pour penser un peu plus globalement la manière dont ils prescrivaient le travail. Et ils ont pu saisir que dans certains cas, certaines prescriptions, donc ils le faisaient dans un esprit de bien faire, mais ils n'avaient pas perçu que c'était très complexe pour, dans certains cas de figure, pour les éboueurs. Ils n'avaient pas connaissance, encore Ils une fois n'avaient de pas plus. connaissance suffisamment. Et en fait, ils faisaient avec un tel qui connaissait un tel, mais ils n'étaient jamais vraiment allés sur le terrain. Au contact du réel. Au contact du réel. Et donc, moi, avec le travail que j'ai fait, on est passé avec des vidéos, des photos, on a fait un certain nombre d'analyses. Et cet outil-là, ils s'en sont complètement saisis pour essayer de repenser la manière dont ils pouvaient amener à penser le travail. Ça a donné lieu, donc il y avait environ 70 personnes, hein, ça a donné lieu in fine à un immense atelier où les dirigeants et les travailleurs et les managers, donc les opérationnels et les managers étaient présents. Donc on a pensé collectivement la manière de redéfinir certains axes du travail là où c'était possible, en impliquant à la fois la direction, à la fois le management et à la fois les éboueurs. D'ailleurs, il y a une question que je vous ai pas posée là. C'est quel type d'organisation, d'entreprise dans laquelle vous intervenez? Là, j'entendais à l'instant que c'était une collectivité, mais Là, c'était une collectivité. Ça peut aussi être une entreprise tout à fait classique, une entreprise dite privée. Ouais. Ça peut aussi être une association. Ça peut être tout type d'organisation. Ok, très bien. Il y a un deuxième exemple que vous voulez nous donner? Peut-être le cas de l'exemple qui fonctionne moins. Ouais. Donc, une entreprise avec donc une fusion d'équipes avec une dimension géographique. On brasse les équipes du point de vue ils travaillent plus du tout aux mêmes endroits. C'est des localisations relativement éloignées, à 50 km. Donc ça modifie aussi beaucoup les rythmes de vie. Hein. C'est dans un environnement montagneux, donc c'est pas la même chose de passer d'une vallée à une autre. Et la fusion a lieu et on m'interpelle pour m'expliquer qu'il y a un certain nombre de tensions, qu'il y a une équipe qui est complètement réfractaire, l'autre qui est très très gentille avec le manager, et le manager qui explique que il y en a ils sont vraiment difficiles, et d'autres ils sont vraiment très très faciles. Donc quelque chose d'assez polarisé en fait. Il y a un peu le bien, il y a un peu le mal. Donc de la même manière, on a refait un état des lieux des collaborations qui a permis de montrer que il y avait des écologies de travail complètement différentes. Ils faisaient le même travail, mais avec des façons de faire un petit peu différentes. Vous avez en psychologie du travail, on parle du genre du métier, c'est-à-dire le dénominateur commun du métier. On sait qu'on est de tel ou tel métier, et puis ils avaient leur style chacun. C'est-à-dire chacun va avoir collectivement une manière de traiter plus ou moins les dossiers, une manière d'utiliser telle ou telle application. Et en fait, en rebrassant complètement les équipes et les effectifs, en fait, ça a mixé un certain nombre de pratiques qui étaient différentes, qui a introduit dans chacun des collectifs des clans. Ce qui fait que les personnes ont finalement, au lieu de travailler suffisamment collectivement ensemble, se sont refermées sur elles-mêmes par rapport à des clans, par rapport à des pratiques qu'elles maîtrisent. Et là, si on le prend du côté, ils sont pas sympas, franchement, ils pourraient faire un effort, parce que collectivement, franchement, ça marche pas, ou ils écoutent pas suffisamment le manager, je fais de manière un peu tranchée, eh bien, on va plutôt traiter les choses du point de vue de la personne, des personnes qui se comportent bien versus des personnes qui se comportent mal, et qui se comportent mal par rapport à une prescription ou par rapport à un manager. Et donc là, on ne s'en sort pas, parce qu'en fait, on a une problématique qui fait qu'on s'occupe des personnes et plus du travail. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Oui, on tombe dans des conflits de personnes et pas une discussion sur le travail. Complètement. Ok, donc ça n'a pas marché là cette fois-ci. Moi, mon travail, je me suis évertuée à essayer de ramener
l'élaboration, la réflexion autour du travail, alors ça a très bien marché avec les équipes. Que j'ai mis en atelier, où j'ai mixé les équipes qui venaient de différentes entités, et ils ont été absolument ravis de se rencontrer, parce que des fois ils se rencontraient qu'avec des mails, et donc là ils mettaient une tête sur les noms des personnes, et ils ont élaboré des situations, ils ont élaboré des façons de fonctionner ensemble, et qui du coup permettaient collectivement d'envisager, je dirais pas une homogénéisation, mais en tout cas quelque chose qui permettait de s'y retrouver tous collectivement. Et ça, c'était une demande du dirigeant. Le dirigeant vous avait mandaté pour ça? Non, c'était les syndicats qui m'avaient demandé. D'accord. Okay. Les dirigeants n'ont pas voulu s'impliquer là-dedans. Oui. Et oui. Et là, en fait, ils se sont sentis blessés. Parce qu'ils ont eu l'impression qu'on faisait leur travail, alors qu'on ne fait pas leur travail. Et le fait qu'ils ne soient pas venus à la table, entre guillemets, des discussions, les a amenés à rester très éloignés. Et finalement, ça fait que dans ce cas de figure-là, on a fait un travail très intéressant avec les équipes, mais les dirigeants ne s'en sont pas complètement saisis. Oui, c'est comme une sorte d'aveu de faiblesse de leur part, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont eu le sentiment qu'ils n'arrivaient pas à gérer la situation et de ne pas être impliqués dans le processus. Finalement, ils n'ont pas bien pu se saisir du sujet. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu se saisir. Et alors justement, ça nous ramène à notre thème. Qu'est-ce que, d'après vous, Nadia, qu'est-ce que les dirigeants ils peuvent faire et qu'ils ignorent souvent par rapport à cette question de la santé au travail? Où elle commence et où elle s'arrête, la responsabilité du dirigeant d'ailleurs sur la question de la santé au travail? Alors au-delà de la loi, qui dit que l'entreprise a une responsabilité, une obligation de sécurité à l'égard de ses collaborateurs. Alors, j'aime bien votre question parce que, si vous me permettez, je vais la déplacer un petit peu. Je vais frictionner un peu le truc si vous voulez bien, parce que si on parle de la responsabilité des dirigeants, on en vient finalement un petit peu à ce qu'on a dit jusqu'à présent, on en vient à garder la question de la polarisation. On dit, il y en a qui sont responsables, il y en a d'autres qui sont pas responsables. Si on fait on les accuse, quoi. Oui, on pourrait les accuser de pas être suffisamment responsables. Ou de s'en ficher. Ou de s'en ficher complètement. Ou alors d'être de sombres personnages avides d'argent et que les êtres humains ils s'en fichent complètement, quoi. Donc effectivement on pourrait avoir ça, mais on se rend compte dans les organisations que c'est un peu plus nuancé quand même. On a des dirigeants qui essayent souvent de bien faire, et vous avez aussi des équipes qui essayent de bien faire. Mais quand on essaye de bien faire en ne se parlant pas, on peut faire de manière complètement divergente. Et donc, si on va du côté, donc si je dis, quelle serait la responsabilité des dirigeants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, il y a deux choses dans votre question. Il y a la responsabilité et ce qu'ils peuvent faire. Donc, je dirais que ce qu'ils pourraient faire, c'est peut-être de mettre dans leur équation d'organisation de la performance, parce que je pense que leur organisation du travail vise la performance de l'entreprise, peut-être de mettre quelques enjeux, d'avoir des connaissances, quelques variables, quelques variables psychosociales en fait. L'idée c'est pas de leur dire il faut qu'ils sachent tout comme si c'était nous, mais qu'ils intègrent aussi quelques éléments dans leurs variables économiques et gestionnaires. C'est quoi une donnée, une variable psychosociale? Ça peut être quoi? Ça peut être par exemple, on va prendre un exemple très concret, un nouveau service qui décide, dans un nouveau service, on a une réorganisation, et dans la réorganisation, il y a la mise en place d'un nouvel outil, une nouvelle application métier. Très souvent, l'application métier, elle est mise en place avec tout un protocole de conception qui n'est jamais, qui ne prend jamais en compte le réel du travail. Donc on a ce que l'on appelle des key users, des personnes qui ont fait le métier il y a très longtemps et qui vont dans des réunions transmettre les besoins des utilisateurs. Mais le métier ça bouge, le travail ça bouge, et bien souvent les contraintes réelles ne sont pas prises en compte. Donc ces outils-là sont conçus, quand ils sont conçus, mais un peu de manière décalée par rapport au réel.
Autre cas de figure, on met en place un workflow, mettons un workflow de gestion des temps ou de gestion des congés dans une entreprise, et bien souvent, il n'y a pas de conception derrière. C'est un outil qu'on vient plaquer, qui est extrêmement standardisé. On passe d'une entreprise à une autre et qu'on discute avec les gens, on se rend compte que, mis à part la mise en page, c'est exactement le même moteur qu'il y a derrière. Sauf que peut-être que dans un cas de figure, l'outil va rencontrer les besoins de l'entreprise et des travailleurs, puis dans un autre cas de figure, ça ne va pas être le cas. Si on prend le cas de figure où ça ne rencontre pas les besoins, si en tant que dirigeant, on n'a pas conscience que l'outil va être déterminant sur la manière dont le travail va se faire, va impliquer, va induire, va influencer, va reconfigurer le travail des professionnels et donc peut-être leur prendre plus de temps. Peut-être qu'ils auront besoin de faire une double saisie pour pouvoir saisir les informations que l'outil demande. Peut-être qu'ils vont être obligés d'apprendre de nouvelles fonctionnalités et ça va leur prendre suffisamment de temps. Et donc tout ça va avoir un effet qui va avoir un impact sur l'usure dont on parlait au tout début. J'entends, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que le dirigeant, en fait, il soit quand même très connecté à ce que font les gens. J'entends qu'il faut qu'il soit conscient, en discussion, sur le terrain, au plus près des gens, pour comprendre et appréhender quelle est la réalité de leur métier et de leur vécu. Est-ce que ça c'est une partie de la réponse, de dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Déjà ils peuvent partager le quotidien, discuter, échanger, s'intéresser à ce que font les collaborateurs dans le réel du travail. Alors effectivement. Ou je suis à côté de la plaque? Non, c'est intéressant, mais en fait ce qui me vient à l'esprit en vous écoutant, c'est que finalement on remet une responsabilité sur le dirigeant. C'est-à-dire que le dirigeant... Mais c'est lui le chef, hein. Vous allez me dire qu'il est payé pour ça. Alors, du coup, si on prend un petit peu le côté du dirigeant, le dirigeant n'est pas omniscient ni omniprésent. Et donc, en fait, c'est peut-être là où ça devient intéressant, c'est que oui, il faut qu'il soit connecté, oui, il faut qu'il ait connaissance, mais est-ce qu'il c'est à lui d'aller directement auprès des équipes et sur le terrain? Peut-être qu'il en a le temps, peut-être qu'il en a le loisir, pourquoi pas. Je pense que dans une petite entreprise, c'est tout à fait envisageable. Dans une moyenne entreprise ou en fonction de l'activité, c'est peut-être un peu plus complexe. Mais par contre, on peut peut-être imaginer que ces données psychosociales-là, l'ensemble de la chaîne hiérarchique puisse en avoir suffisamment connaissance pour savoir que certains types d'organisations vont conduire à certains types d'effets potentiels et que lorsqu'il y a des remontées de tel ou tel type, ça les alerte en se disant « Ok, on a notre organisation, mais ça frémit, il y a des difficultés, peut-être que ce n'est pas c'est peut-être pas que le salarié qui ne sait pas s'adapter à nos besoins, mais peut-être qu'il y a une vraie usure. Et donc peut-être de s'autoriser à demander un avis d'un expert sur le sujet, pas pour dire là où ça fait mal et là où ça ne va pas bien, mais pour expliquer comment finalement on pourrait comprendre les choses différemment, éclairer en fait. Oui, à un moment donné, le dirigeant, en fait, il faut qu'il accepte qu'il a besoin sur certains sujets d'être épaulé, éclairé, et que parfois les choses ont besoin ou les situations ont besoin d'être facilitées en fait. Oui. Donc j'ai bien compris que c'était surtout un sujet de connaissance plutôt que de responsabilité, ou en tout cas de connaissance et de conscience des choses. Malgré tout, si on devait... qu'est-ce que doit savoir une organisation, une entreprise ou un dirigeant sur... ces sujets de la santé mentale des collaborateurs finalement? Si on dit que c'est pas qu'une affaire de dirigeants, je vois bien que vous avez beaucoup d'empathie pour les dirigeants dans tout ce qu'ils ont de compliqué à faire et à adresser comme sujet. Du coup, comment on se sort alors de tout ça? Comment on se sort des difficultés sur le sujet de la santé au travail? Je sais que c'est une vaste question, j'en ai bien conscience. Peut-être en dédramatisant un peu le sujet. Ouais. Peut-être que la santé au travail est peut-être... c'est un vrai gros problème, c'est un énorme problème. Je cherche pas ni à euphémiser, ni à diminuer quoi que ce soit, puisque c'est
50% de ma prise en charge, c'est des situations où les gens vont très mal, à la fois sur le plan collectif et sur le plan individuel. Moi, je rêverais de pouvoir discuter avec des responsables, avec des managers, parce qu'ils ont des questions sur l'organisation du travail, et de les amener à réfléchir en leur apportant ma connaissance pour qu'ils puissent l'intégrer dans leurs organisations du travail, pour éviter d'avoir à les récupérer en mode pompier derrière, quoi. Fondamentalement, ça, ce serait pour moi l'idéal. Bon, l'idéal, c'est autre chose. Mais la vraie vie, elle est peut-être pas là. Mais à partir du moment où donc, je pense qu'il faudrait qu'on dédramatise la question de la santé au travail. C'est-à-dire que, fondamentalement, dans nos études en psychologie du travail, on montre, et j'ai plein de collègues qui travaillent ardemment avec ça, franchement, prenez 5 minutes, les auditeurs, pour aller regarder quelques articles qui sont faits en ce moment sur la question de la santé au travail. Il y a des choses extrêmement intéressantes et tout à fait compréhensibles. Et en fait, on montre que si on discute, si on accepte de discuter autour du travail, alors on règle énormément de sujets. Maintenant, il y a une vraie question, il y a un vrai sujet qu'il faut adresser, c'est la question du temps. Discuter, ça prend du temps. Et toute la complexité, elle est peut-être là. C'est-à-dire que faire changer des organisations, c'est pas en ayant une baguette magique et en claquant du doigt, j'ai la bonne idée, je vais impulser cette bonne idée-là, et du coup, tout va être réglé. L'idée, il faut qu'elle soit diffusée, il faut que les gens se l'approprient, il faut qu'ils l'intègrent dans les pratiques, de manière à ce que ça fasse quelque chose qui soit suffisamment flexible. Et donc ça prend un peu de temps, c'est vrai. Et dans les logiques actuelles, qui sont plutôt court-termistes, ça peut être quelque chose qui crée une tension. On doit, à court terme, dégager un certain nombre de ratios de profitabilité. On en entend très régulièrement parler. Mais à partir du moment où on met en discussion, alors on change énormément de choses sur une échelle de temps pas si longue que ça. En moins de 6 mois, on a déjà des choses qui bougent. On règle pas tout, on a des choses qui bougent. Donc voilà, je pense que c'est peut-être l'élément clé à mettre en... La santé, ça passe par la discussion, l'échange, j'aurais envie de dire la dispute au sujet du travail. Se disputer en tant que dirigeant, dire « non, mais moi je veux », ou quand je dis dirigeant ou manager, c'est important de faire comme ça, parce que vous comprenez, patati patata, et puis les professionnels, « oui, mais si vous dites ça, nous on peut pas faire notre travail de la bonne manière, parce qu'on peut pas faire ça, on peut pas faire ça », ou alors il faut peut-être aussi amener les salariés à dire mais attendez, si vous nous demandez de faire ça, on n'atteindra pas vos objectifs à cause de ça. C'est-à-dire la connaissance, elle est aussi du côté des travailleurs. Pas forcément qu'ils se plaignent en disant on peut pas faire ça, il faut recruter du monde parce qu'on est en surcharge. Peut-être qu'il faut renvoyer du coup la responsabilité de l'organisation du travail à qui l'a fait. Vous souhaitez que l'on fasse quelque chose comme ça, ça va être compliqué pour nous, on va être obligé de prendre un peu de temps, ou on ne pourra pas atteindre ça. Si le dirigeant est suffisamment, ou le manager est suffisamment au courant, il va s'interroger. Vous voyez, c'est une discussion, ça met en jeu tous les protagonistes. Et on discute des règles techniques, des règles langagières, des règles éthiques, des règles sociales. C'est ça la discussion sur le métier. C'est ça que dit la psycho des organisations. Et la dispute. Bien Moi, sûr. j'aime bien qu'on se dispute sur le travail. Se disputer, ça veut pas dire faire une guerre de tranchées. C'est vraiment discuter le bout de gras autour du travail. Et s'accorder sur la bonne façon de travailler. On s'approche de la fin de cet épisode. Est-ce que, dans ce que vous observez, qu'est-ce qu'elles font les sociétés qui prennent soin de leurs salariés ? Je crois que les sociétés que je rencontre, les personnes avec qui je discute et qui ne font pas appel à moi, très souvent, elles ne font pas appel à moi parce qu'on en vient à discuter ensemble et où je leur dis, mais en fait, vous discutez du travail. Si vous voulez que je vous apporte telle information, pourquoi pas ? Mais vous avez déjà, à l'interne, des dynamiques
de discussion du travail qui marche plus ou moins bien. C'est pas un monde idéal, mais en tout cas des choses où quand ça coince un peu trop, on se saisit du sujet, puis on n'attend pas 6 mois pour faire une réunion. Et qui fait que la personne clé va être suffisamment usée et va partir en arrêt de travail. Et donc, en fait, les entreprises qui vont pas trop mal, c'est suffisamment bien. En fait, elles ont déjà en place des espaces où il est possible de discuter des choses qui posent difficulté. Oui, parce que finalement, chaque salarié ou chaque manager, ou en tout cas chaque partie prenante, chacun a envie de faire un job dans de bonnes conditions, d'avoir un travail qui soit bien fait. Tout le monde aspire à faire du bon boulot. C'est l'envie de chacun. Donc, dès lors qu'on met en discussion cette question du travail, finalement, on a quand même toutes nos chances de générer de la satisfaction et de générer une bonne santé au travail. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est là que se trouvent les challenges. Généralement, on se rend compte que certains salariés se bagarrent ardemment pour essayer de défendre leur travail. Ils en perdent leur santé. Et en fait, ils en perdent leur santé parce qu'ils ont le sentiment de parler à des murs. Et de l'autre côté, on entend des dirigeants qui disent bah ouais, mais en fait, j'arrive pas à les faire bouger. Et qu'ils ont l'impression aussi que ils ont beaucoup de résistance. Oui, il y a une incompréhension qui subsiste quand même des fois oui, dans les organisations. Tout à fait. Et on voit en ce moment un certain nombre d'organisations où les choses sont en train de se tendre sur cet aspect-là, avec à la fois dans mes consultations des dirigeants et des salariés qui me disent être en difficulté un peu sur ce que je viens de vous dire. Les dirigeants disent mais on n'arrive pas à les faire bouger, entre guillemets, ils résistent pour faire leur travail, ou alors ils partent en arrêt de travail, et puis des collaborateurs ou des professionnels qui disent mais en fait on peut plus faire notre travail, on est surchargé, et on essaye de tout faire pour faire le travail. En fait, on se rend compte que d'un côté comme de l'autre, il n'y a plus de discussion ni de réflexion autour de comment on le fait ce travail-là. C'est un dialogue de sourds. C'est un dialogue de sourds. Merci beaucoup Nadia. Pour conclure, la promesse de ce podcast, c'est de repenser l'entreprise. Et donc si vous deviez nous donner le premier petit pas pour soi et pour les autres, pour aller vers le mieux vivre en entreprise, qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire? Petit pas, pas évident? Peut-être, est-ce que c'est un petit pas ou est-ce que c'est un petit pavé dans la mare? Peut-être faire la différence entre l'invention et l'innovation. Tout le monde a plein d'idées, que ce soit les professionnels, les dirigeants, enfin tout le monde a plein d'idées sur comment on peut faire le travail. Et avoir plein d'idées, c'est super, c'est génial, et il faut avoir des idées. Mais ça, c'est la première étape, et je crois que c'est l'étape de l'invention. Et derrière, il faut que cette invention-là, elle puisse se diffuser socialement dans les pratiques professionnelles, de manière à ce que ça puisse être remâché, que cette idée, cette bonne idée, elle puisse être remâchée, transformée, peut-être un peu pervertie, pour pouvoir s'ajuster aux besoins professionnels. Ok. Merci beaucoup Nadia. Je vous en prie. Merci pour cet échange très riche en réflexion. Et puis à bientôt sur Psy Boulot. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez nous soutenir, pensez à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles. Avant de vous quitter, je vous donne rendez-vous sur ma page LinkedIn ou sur le compte Instagram de Psy Boulot si vous souhaitez échanger, me suggérer des invités et même venir témoigner à mon micro. À très vite sur Psy Boulot.